Bonjour Christopher, Bonjour Philippe. bienvenue dans les dessous de l'actu. Donc je souhaitais aborder avec toi un thème aujourd'hui, un secteur qui souffre un petit peu dans l'environnement actuel, donc dans le contexte de la guerre en Iran et de l'inflation, c'est le secteur du luxe. Oui. Alors sans surprise, le secteur du luxe souffre, notamment européen, hein. Quand on regarde Hermès, typiquement, ils sont à peu près au niveau du cours d'il y a 3 ans, donc ça a effacé 3 ans de hausse. Donc pourquoi je dis sans surprise? Parce que généralement dans les phases de conflit ou d'incertitude économique, tout ce qui est cyclique, tout ce qui est consommation discrétionnaire, et donc le luxe en partie, tend à souffrir. Les investisseurs s'en écartent au profit de secteurs plus résilients. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce secteur du luxe justement? Est-ce que c'est vraiment uniquement lié à ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique, ou est-ce que les incertitudes sont un peu plus profondes? Est-ce qu'il y a un changement un petit peu de paradigme? Alors il faut le rappeler, hein, le luxe c'était un peu les valeurs de bon père de famille. Grosso modo, si on avait des valeurs du luxe type LVMH ou encore Hermès en portefeuille, il n'y avait pas un débat, on avait de la performance. Ça a un peu changé depuis quelques années. Alors si on regarde sur du très court terme, après on dézoome. Sur du très court terme, on a eu les résultats trimestriels qui ont été publiés. Et effectivement, quasiment tous les acteurs du luxe, en particulier en Europe, et bien sûr ceux qui sont cotés à la Bourse de Paris, c'était plutôt très mauvais. On a eu du ralentissement des ventes. Alors comment on explique cela? Il y a bien sûr l'aspect aversion au risque, mais il y a un autre aspect, c'est que pendant très longtemps, les valeurs du luxe ont eu des résultats très positifs en Chine, ce marché est un peu plus compliqué, et ils ont décidé de trouver des relais de croissance, ce qui est assez logique, et parmi les relais de croissance, vous aviez bien sûr la zone de la péninsule arabique, les Émirats, Dubaï, etc. Sans surprise, ça a été très lourdement impacté par le conflit en Iran. Donc c'est ce qu'on perçoit dans les résultats du premier trimestre qui ont été publiés. Mais si on dézoome, et c'est le point qui est important, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un problème qui est structurel sur toutes les valeurs du luxe occidental. Il y en a très très peu qui échappent à cela. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a, pendant très nombreuses années, vous aviez une hausse constante des ventes, vous aviez un pricing power. On s'en souvient pendant la Covid, on se disait, ou même la guerre en Ukraine, les valeurs du luxe, c'est imbattable parce qu'elles peuvent augmenter leurs tarifs, les consommateurs sont toujours là. Malheureusement, tout cet écosystème est en train de changer, donc on a un secteur du luxe qui est en pleine refondation. Ça a commencé, mais c'est vrai que ça va prendre probablement un certain temps. Mais est-ce que toutes les valeurs du luxe se valent? Tu parlais notamment du consommateur chinois qui a été pendant très longtemps un relais de croissance très fort, en tout cas une anticipation de relais de croissance très forte pour les marques de luxe. Aujourd'hui, on voit qu'un grand nombre de consommateurs chinois tend à privilégier la consommation d'articles de luxe domestiques, donc de marques chinoises. Est-ce que ça vaut pour toutes les marques de luxe, ou est-ce que ça se cantonne uniquement aux marques premium et le très haut de gamme, donc le super luxe, on va dire, type Ouais. Hermès, tend à survivre? Alors, le super luxe a survécu plus longtemps en Chine que les autres, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un point de rupture avec la Covid, parce que les habitudes de consommation ont beaucoup évolué, hein, notamment le consommateur chinois, pour être très clair, il achetait soit dans des boutiques en Chine, soit lorsqu'il allait à l'étranger. Mais du fait de la Covid, on a eu plutôt des achats qui se sont faits en ligne. Donc là, les grandes entreprises du luxe ont parfaitement réagi très rapidement en se positionnant sur ce segment. Simplement, il y a eu quelques petits problèmes qui sont survenus. On en a deux en même temps. Le premier, c'est que le consommateur chinois s'est rendu compte finalement, en voyageant beaucoup aussi, après la Covid, qu'il a souvent payé un premium de 20%, 15 à 20%, et donc à un certain stade, on se dit pourquoi je devrais payer ce premium. Et l'autre point, c'est que sur un marché qui était plutôt considéré comme largement dominé par les entreprises occidentales, on a eu des acteurs locaux qui ont commencé à se positionner. Et ils ont beaucoup misé en fait sur la fibre nationaliste chinoise. Vous avez plein d'acteurs aujourd'hui qui grignotent très rapidement des parts de marché par rapport aux acteurs européens qui simplement utilisent par exemple des produits locaux chinois, qui s'inspirent de toute l'histoire chinoise dans leurs vêtements. Donc toute cette fibre nationale qui est utilisée par les acteurs locaux, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne bien en termes de vente, ça fonctionne aussi bien en termes de cours boursiers, donc il y a quand même des relais, il y a certaines entreprises du luxe qui se positionnent bien. Après, il faut être très limpide, hein, c'est-à-dire que le luxe chinois local ressemble assez peu au luxe occidental. Ce n'est pas du tout les mêmes critères. Et même si on est très direct, vous avez une société qui est présentée comme le Hermès de l'or, qui est plutôt sur les bijoux qui est en Chine. Bon, ça paraît très très bling bling pour un consommateur européen. Mais en revanche, sur le marché chinois,
chinois, ça fonctionne très très bien. Et c'est ce problème-là, c'est-à-dire que le marché chinois historique, relais de croissance pour les entreprises du luxe, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc il faut trouver d'autres relais. Ça a pu être un certain temps les Émirats et la péninsule arabique, mais c'est compliqué aujourd'hui. Certains ont misé sur l'Inde, parce que c'est vrai, c'est toujours présenté comme un relais de croissance. Le problème de l'Inde, c'est que c'est aussi un marché très spécifique, qui reste très fermé, très compliqué. Et par exemple, LVMH s'aventure sur ce marché. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Si on a en revanche, pour être un peu optimiste, si on a en revanche une lecture large du luxe, par exemple en incluant l'hôtellerie, une marque comme Accor, qui n'est pas considérée en Europe comme du luxe, a réussi à se positionner en Inde sur de l'ultra luxe dans l'hôtellerie. Donc il y a aussi des possibilités, mais c'est vraiment au cas par cas. Donc ça montre bien aussi qu'on est sur un marché en pleine transformation. Transformation en termes de définition, qu'est-ce qu'est le luxe finalement. Et on se rend compte que le luxe, c'est vraiment influencé par des habitudes de consommation de plus en plus locales, alors que pendant 10-15 ans, on se disait on mondialise, on vend la même chose à peu près partout. Donc il y a cette segmentation qui se fait. Et aussi, on se rend compte qu'il n'y a plus une domination aussi écrasante des valeurs occidentales, ce qui veut dire qu'automatiquement, pour des entreprises comme LVMH, Hermès, même s'il n'y a pas de doute sur le temps long, elles doivent se mettre en transformation. Kering est aussi un exemple de transformation à prendre en compte. D'accord. Donc marques premium vont beaucoup plus souffrir que l'ultra luxe, Oui. qui doit s'adapter donc aux tendances et aux habitudes locales, Mm. si je résume. Est-ce que le consommateur européen peut compenser cette baisse de chiffre d'affaires liée à une petite baisse du consommateur chinois ou émergent Ouais. post-guerre en Iran? Alors, le problème de l'Europe, c'est toujours le même, et ça vaut quasiment pour tous les secteurs d'activité, c'est qu'on a une croissance qui atone. Peu importe, j'oserais dire ce qui se passe. À part le pic inhabituel qui était un rééquilibrage pendant la Covid, si vous regardez les perspectives de croissance, c'est quand même très atone. Le deuxième point, c'est que vous n'avez pas de hausse de salaire qui soit suffisante. On revient à ce qui existait pendant 15 ans avant la Covid, la modération salariale. Donc, c'est bien un pouvoir d'achat qui reste relativement réduit. Donc, l'Europe ne peut pas être un relais de croissance. Et d'ailleurs, c'est très limpide. C'est-à-dire toutes les entreprises du luxe aujourd'hui, cotées en tout cas, dans leur rapport trimestriel sont très clairs. Elles ne voient pas un relais de croissance en Europe. Elles voient un relais de croissance dans certains pays émergents, ça peut être l'Amérique latine par exemple. Elles voient encore aussi un relais de croissance aux États-Unis, même si c'est un marché qui est très concurrentiel, qui est compliqué. Mais là, vous avez un pouvoir d'achat qui a très fortement augmenté sur les dernières années. Donc là, il y a une capacité quand même à capter en fait, la croissance liée aux consommateurs américains. Mais c'est vrai que l'Europe reste très très compliquée. C'est les zones historiques parce qu'effectivement, le label européen, voire le label, si on est très clair, français, parisien, joue toujours beaucoup dans les habitudes de consommation, mais ce n'est pas là où vous pouvez trouver des relais de croissance, malheureusement. D'accord. Donc pour tout ce qui est luxe, la baisse ou la baisse d'appétit de la part des investisseurs, ou la perte d'appétit des investisseurs par rapport à ce qui s'est passé à guerre en Iran, où ils se sont éloignés du secteur du luxe, c'est pas uniquement lié à ça. Il y a également des incertitudes quant aux plus grandes marques Ouais, premium, même s'il y aura toujours des réussites au niveau individuel, c'est ça. type Hermès ou autre. Exactement. En fait, c'est assez logique. C'est un secteur qui s'est reposé un peu sur une rente pendant très longtemps. Comme tout secteur, à un certain stade, il va falloir innover. La bonne nouvelle, c'est que si on prend par exemple Kering, qui est probablement l'entreprise qui a connu plus de difficultés dans les grands noms du luxe, même Kering présente des plans de relance, se transforme très très fondamentalement. Notamment quand on regarde Kering, leur dernier plan qui a été annoncé il y a quelques semaines, c'est on ferme des boutiques, ce qui est quand même inhabituel dans le luxe. On se concentre davantage sur le digital, c'est assez intuitif, mais on se concentre toujours sur le marché chinois. On n'abandonne pas le marché chinois, on va faire plus de marketing digital en Chine. Et surtout, on se concentre sur certaines marques du groupe Kering afin qu'elles aient un côté plus premium, ultra luxe, parce qu'on voit de la valeur. Donc on va se concentrer sur les 1%, 0,10%, peu importe ce qu'on veut, des clients les plus fortunés. Et là, effectivement, ça peut être pertinent. Ça prendra bien sûr du temps en termes de transformation. On voit que le marché aussi est très prudent. L'évolution des cours de bourse le montre. Mais en tout cas, ils ont compris ce qu'ils devaient faire pour essayer de regagner, de créer de nouveau de la valeur, comme c'était le cas par le passé. Donc tout n'est pas fini pour le secteur du luxe, Non. mais il faut être beaucoup plus sélectif. Il faut être beaucoup plus sélectif. Il y a des raisons d'espoir. Les transformations en cours. Il y a aussi quelques segments qui fonctionnent encore bien. Vous avez la bijouterie, joaillerie qui fonctionne bien, et aussi les soins de beauté qui fonctionnent très bien. Donc même dans des sociétés comme LVMH qui sont en pleine transformation, si vous regardez le compartiment Sephora, Sephora c'est en très très forte croissance. Donc il y a encore des relais, mais qui sont moins des relais géographiques, plutôt des relais sectoriels dans le luxe. Par segment. Voilà, exactement, qui permettent effectivement de se dire, il y a toujours de la capacité. D'ailleurs, les entreprises investissent dans ce domaine-là. Très bien. Ben, merci beaucoup à Merci. Christopher pour ce point d'éclaircissement.